sont comme des graines. Choisissez bien ce que vous écrivez car demain, ce sera votre champ à récolter. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Au Bénin, la course vers la présidentielle de 2026 s'intensifie avec le lancement officiel du retrait des fiches de parrainage. Tension politique en Somalie. Un nouvel État fédéral voit le jour, ravivant les divisions avec le Somaliland. La Belgique franchit une étape diplomatique majeure en annonçant sa future reconnaissance de l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en sport. Démarrage du championnat national de mini-football le 13 septembre au sud. Guépa et Épervier cadet se neutralisent en match amical à Sec Bayelsa. En finale pour les qualificatifs UFOA B féminine. Après Boulou Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera quelques conséquences des aphrodisiaques sur les reins. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro et le groupe qui sera peint ce matin est l'orchestre Polyrythmo de Tchaourou. Pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Elisabeth, bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé ce 2 septembre la remise des fiches de parrainage aux maires et députés pour la présidentielle de 2026. Le maire de Lalo a été le premier à retirer le précieux formulaire, suivi par les députés du parti d'opposition, les démocrates. La période de retrait s'étend jusqu'au 12 septembre, avant l'affichage de la liste électorale en octobre et le scrutin prévu pour le 12 avril 2026. Le dimanche 31 août 2025, le président du parti Moël Bénin a rencontré les étudiants de l'université de Paris. Objectif: permettre à la jeunesse estudiantine de mieux connaître le parti et de découvrir les opportunités qu'il leur propose au jour. Reportage avec Mouidine Lawani et Elvik Ndetao. La jeunesse de Parakou ce jour se réjouit d'accueillir ce jour dans la cité des Koubourou les échanges de ce jour après celui d'Abomey Kalabi. C'est sur ces mots que s'est ouverte à Parakou la deuxième section de À cœur ouvert avec la jeunesse. Un cadre d'échange entre la jeunesse et les membres du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, pour discuter d'avenir, de défis et d'espérance. À l'initiative d'un ses responsables d'organes fêtiers universitaires, le président du parti, Jacques Ayadi, a animé à Parakou une rencontre inédite avec la jeunesse. Il y a d'anciens responsables d'organes fêtiers des étudiants, la FNEB, l'UNEB, l'UNICEF et autres, qui ont pris l'initiative d'organiser ce qu'ils ont appelé à cœur ouvert. Le président de Moël Bénin à cœur ouvert avec la jeunesse. C'est une initiative qui consiste à réunir des jeunes de toutes conditions, mais notamment étudiants, pour qu'ils viennent et que je leur parle de Moël Bénin et de ses idéaux. Nous avons fait la première expérience à Abomey Kalabi, à Cotonou. C'était une réussite extraordinaire. Ils ont estimé que le Bénin n'est pas réduit à la partie méridionale, qu'on doit également venir dans la partie septentrionale. Et bon, ils sont venus ici, ils ont vu les militants de Moël Bénin ici, et ils ont organisé cette deuxième séance d'accueil ouvert que vous venez de vivre avec nous. Après une première expérience jugée concluante à Abomey Kalabi, l'initiative a pris ses quartiers dans le septentrion. Les échanges avec Jacques Ayadi ont été interactifs et francs, permettant aux participants
de poser directement leurs questions à leur leader. Pour lui, l'objectif est clair, faire découvrir Moelle Bénin. Je suis tellement fier des questions qui m'ont été posées. Ce n'était pas pour la plupart des militants de Moelle Bénin. J'ai insisté pour que mon auditoire ne contienne pas plus de 20% de Moelle Bénin. Donc aujourd'hui, nous avons près de 800 personnes. Et sur ces 800 personnes, on n'a que 20% de Moelle. Le reste, c'est des gens qui sont venus découvrir Moelle Bénin. L'objectif, c'est qu'à la fin, que de par le discours que je leur présente, s'ils sont convaincus, qu'ils rejoignent les rangs. Dans la salle, les interventions de jeunes au profil varié ont montré l'intérêt suscité par l'événement. Pour beaucoup, la venue du président Ayadji dans le septentrion constitue un moment fort. Moelle Bénin est un parti de vision, de valeur, qui écoute la jeunesse. Moelle Bénin est un parti de la jeunesse. Parce que pour Moelle Bénin, aujourd'hui, la jeunesse représente probablement la venue de Tomé. J'aime beaucoup travailler avec le parti Moelle Bénin. J'aime beaucoup travailler avec le parti Moelle Bénin. Et j'ai pu constater que la jeunesse prime là-bas. Grâce à la dynamique du président de la République et du président du parti, Jacques Ayadji ici présent, que je remercie. Et nous avons la chance d'être candidats. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Si vous êtes dynamique, vous serez candidat ici à Moelle Bénin. Bien que la jeunesse occupe une place importante dans la société, elle est généralement sous-représentée dans les diverses instances de politique malgré leurs compétences, leurs qualités managériales et leur leadership. À l'issue de cette rencontre, le leader de Moelle Bénin s'est dit optimiste quant à l'impact de cette démarche sur le rayonnement du parti. Actualité hors de nos frontières, en Somalie, un nouvel État fédéral appelé le Nord-Est a été proclamé ce 1er septembre à partir de 3 régions du Somaliland en conflit avec Hargeisa. Cette annonce marque un revers majeur pour le Somaliland, dont une partie du territoire a choisi de se rallier à Mogadiscio. Le gouvernement somalien salue une avancée vers l'unité nationale, tandis que les autorités du Somaliland restent silencieuses. La Belgique reconnaîtra officiellement l'État de Palestine lors de la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Massim Prévost. Cette reconnaissance reste conditionnée à la liberté des otages et du retrait du Hamas de toute fonction gouvernementale. Parallèlement, Bruxelles impose 12 sanctions à Israël, dont l'interdiction d'importer des produits issus des colonies. C'est tout pour vous ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilaïda, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on passe du côté de Elvic Ngwetoro pour le sport. Le sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetoro. Elvic, bonjour. Bonjour, Moïdine Nawani. Chers internautes des Air Télévision, bonjour. Les modalités du championnat national de mini-football saison 2025-2026 ont été rendues publiques le dimanche 1er septembre 2025 à Cotonou, au siège de la Fédération béninoise de mini-football. En présence du président Germain Wanvo-Egbert et par un tirage au sort, les 16 clubs en catégorie hommes et 6 clubs dans la catégorie des dames ont été répartis en 2 zones. La compétition démarre le 13 septembre 2025 sur le terrain de Kondéou à Cotonou et va se jouer en format linéaire aller-retour avec une finale entre les premiers de chaque zone et une relégation pour les derniers en vue d'un championnat à 2 niveaux, Ligue 1 et Ligue 2, dès la saison 2026-2027. Moussa Yarou Maye, meilleur buteur en titre du championnat béninois, s'est engagé avec le champion du Bénin, Dadje FC. Un choix logique au vu de sa saison exceptionnelle, ponctuée par 20 buts. Ce transfert représente un véritable défi personnel pour Moussa Maye Yarou. En effet, c'est la 3e fois que Moussa évoluera loin autant pour moi de ses bases. Ses 2 précédentes expériences étaient dans le championnat togolais et avec les Dragons de Lomé, et cela n'était pas à la hauteur de ses attentes. Toutefois,
Il rejoint aujourd'hui une équipe dont le style de jeu au sol pourrait parfaitement convenir à ses qualités. Les U17 béninois et les U17 togolais se sont quittés sur un score de parité ce mardi 2 septembre 2025 en match amical international disputé au stade municipal de Lomé. Un but pour les Épédiers du Togo et un but pour les Guépas du Bénin. Les deux sélections s'activent pour le tournoi UFOA B U17 qualificatif pour la prochaine CAN U17. Le tournoi aura lieu du 20 septembre au 3 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. L'AS Phare féminine de Yolande Nyami s'est imposée ce mardi 2 septembre 2025 pour son entrée en lice dans le tournoi qualificatif en Ligue des champions féminines de la CAF Zone UNAF Afrique du Nord. Opposé au FC Maza de l'Égypte pour le compte de la première journée, les militaires l'ont emporté par 3 buts à 1. Titulaire pour la première fois en match officiel, l'attaquante béninoise a été remplacée en fin de match. La SFA occupe la première place avec 3 points à égalité avec la FAC Relizane de l'Algérie. Les deux équipes s'affronteront le vendredi 5 septembre prochain lors de la deuxième journée. Et pour boucler la minute sport, les demi-finales de la 5e édition du tournoi UFOA B qualificatif pour la Ligue des champions féminines de la CAF Nation ont livré le verdict le mardi 2 septembre avec les victoires du club du pays hôte et du club nigérien. Dans la première demi-finale, la SEC a surclassé les Ghanéennes de Police Ladies, tandis que Bayelsla Queen ont réussi à l'emporter devant une équipe valeureuse de l'USFA. La finale se jouera donc entre la SEC de la Côte d'Ivoire et Bayelsla du Nigeria. C'est tout pour la minute sport. Même avec les cadets, un autre match nul pour les Guépas du Bénin. Merci Elvic Ondotoro. Pour l'actualité matinale, chers internautes, à présent, Sylvie Dédéo au plateau pour l'astuce santé. Conséquences des produits aphrodisiaques sur la santé, l'astuce santé. C'est avec vous, Sylvie Dédéo. Sylvie, bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Internautes de Esaü Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact des produits aphrodisiaques sur les reins. Tu veux assurer, tu veux être performant, faire plaisir, être au top. Alors tu prends un comprimé, un booster, un mélange local ou importé. Ça marche bien, c'est naturel. Tu en prends juste de temps en temps. Mais pendant que tu jouis, tes reins souffrent. Comprends bien, le rein ne parle pas, le rein ne fait pas mal. Il travaille en silence. Il filtre ton sang 24 heures sur 24, élimine les déchets, régule l'eau, le sel, la tension, le potassium, le calcium. Mais dès que tu avales n'importe quoi, comprimé inconnu, mélange de plantes non contrôlées, sirop aphrodisiaque, produits importés miracle, ton rein prend le coup lentement et sans prévenir. Les reins sont comme des stations d'épuration dans ton corps. Ils filtrent le sang, enlèvent les déchets, gardent l'équilibre de l'eau et des sels. Mais ces produits boosters attaquent ces filtres de plusieurs manières. Ils bousculent la circulation du sang vers les reins. Les produits aphrodisiaques provoquent souvent une vasodilatation extrême. Les vaisseaux se dilatent. Résultat, le sang va surtout vers les muscles et les organes sexuels pour booster la performance, mais moins vers les reins. Moins de sang équivaut à moins d'oxygène. Les cellules rénales commencent à souffrir. Ils contiennent des substances cachées et toxiques. Beaucoup de produits naturels contiennent en réalité des médicaments cachés, des métaux lourds, plomb, mercure, des corticoïdes ou des stimulants puissants. Ces produits sont filtrés par les reins qui se retrouvent à travailler comme un filtre à sable bouché. À force, les reins se fatiguent, les tissus s'abîment et peuvent cicatriser. Ils provoquent des mécanismes essentiels du rein. Les reins utilisent des enzymes et des transporteurs pour filtrer les déchets. Certains aphrodisiaques contiennent des molécules qui bloquent ces systèmes. Le rein ne peut plus bien filtrer. Résultat, les déchets restent dans le sang, ce qui intoxique le corps. Mélange explosif avec d'autres produits. Alcool, anti-hypertenseur, antidiabétique, plantes. Ces combinaisons augmentent les risques. Le rein doit tout traiter en même temps, ce qui augmente la pression sur ces filtres. Parfois, ces mélanges créent des réactions chimiques qui détruisent directement les cellules des reins. Conséquence, ton débit de filtration diminue. Les déchets,
toxines, sel et eau s'accumulent dans ton corps. Mais tu ne ressens rien jusqu'au jour où les reins s'arrêtent. Dialyse, transplantation, parfois décès. Signaux d'alerte à ne jamais négliger. Urine rare ou très mousseuse. Gonflement des jambes ou du visage. Tension qui grimpe sans raison. Fatigue persistante, démangeaisons. Crampes nocturnes, essoufflement rapide. Tu crois que c'est la fatigue, mais ce sont tes reins qui crient. Ce qu'il faut faire. Ne prends jamais un aphrodisiaque sans avis médical. Évite les mélanges miraculeux du marché ou de WhatsApp. Si tu es diabétique, hypertendu ou cardiaque, danger maximal. Fais un bilan rénal sain, créatinine, début de filtration, protéinurie. Parle-en à ton médecin. Ce n'est pas une honte, c'est ta santé. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Pour ceux qui ne savent pas, Sylvie Deléo, c'est quoi un produit aphrodisiaque? Bon, un produit aphrodisiaque, c'est souvent un produit utilisé, en tout cas, sur le domaine sexuel. Comme on le dit souvent, un produit pour durer sur femme, en tout cas pour stimuler le plaisir et tout ce qui va. Pour booster cette sensation-là. Alors, quels sont les produits aphrodisiaques que vous connaissez? Sincèrement, je n'en connais pas vraiment. Vous ne connaissez pas les produits aphrodisiaques? Bon, vous allez chercher ça pour plus tard. Merci Sylvie Deléo pour l'astuce santé ou les conseils sanitaires de ce matin. À présent, chers internautes, Elvic Ngoutoro pour l'artiste du jour. L'orchestre Polyrythmo de Tchaourou, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngoutoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Ndawani, internaute des Airs Télévision. Bonjour à nouveau. Dans les années 1970, le succès du tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou a inspiré d'autres formations régionales à Parakou, Porte-Novo, Boycon ou encore Tchaourou qui ont parfois repris le nom Polyrythmo pour signifier orchestre à rythme multiple. À Tchaourou, il existait effectivement des groupes qui jouaient dans les bars et fêtes, mais très peu ont laissé de traces discographiques solides. Inspiré directement du succès Polyrythmo de Cotonou, cette formation locale reprenait le même principe. Mélanger les rythmes traditionnels comme le bariba, le peul ou le yoruba aux musiques modernes, rumba congolaise, aigle life et l'afrobeat. On retrouve quelques enregistrements sur vinyle produits dans les années 1970-1980, mais ils sont rares et surtout connus des collectionneurs de musique africaine. Comme à Parakou, l'orchestre animait les fêtes populaires, les cérémonies politiques et parfois des enregistrements de radio locales. Contrairement au Polyrythmo de Cotonou, le groupe de Tchaourou est resté local sans grande diffusion internationale. C'est tout pour l'artiste du jour. Depuis le lundi, Elvic Ngoutoro, vous ne faites que nous servir les groupes de musique encore appelés l'orchestre. Elvic, qui sont ceux-là qui font partie de l'orchestre? Pour constituer un orchestre, on a forcément besoin d'un lead. Un lead, c'est le chanteur principal, celui qui entonne les autres prennent. On a les chœurs. Les chœurs, c'est à partir de 2-3 personnes. Après, on a les chœurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est ceux qui reprennent. Parce que le lead entonne, c'est eux qui reprennent, c'est eux qui chantent. Souvent, ils chantent les refrains. Très souvent, les refrains. Après, on a un batteur, un guitariste, un pianiste et d'autres qui sont à la percussion de ces instruments, les tam-tams. Donc, un orchestre est constitué de beaucoup de personnes quand même. Une seule personne, deux personnes ne peuvent pas se lever et créer un orchestre. C'est tout un ensemble de personnes. C'est tout un ensemble de personnes. Merci Elvic pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en pour boucler avec l'émission matinale. Et c'est toujours avec Elvic Ngoutoro ici présent et Elisabeth Iladia. Faut-il privilégier les examens écrits pour évaluer les élèves ou d'autres formes d'évaluation sont-elles les plus adaptées? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour Moudine. Et Elvic Ngoutoro, bonjour à nouveau. Bonjour Moudine. Alors directement sur le sujet de ce matin, Elvic, quelle est votre opinion? Je pense qu'on doit privilégier les examens écrits pour pouvoir évaluer les enfants, pour pouvoir tester les connaissances des apprenants. Vous pensez que les examens écrits sont les mieux adaptés? Oui. Et Elisabeth Iladia et vous?
Bon, moi, je pense que d'autres formes d'examen sont aussi envisageables, en fait. Pourquoi? Non, parce que tout le monde n'est pas fort à l'écrit, par exemple. Et puis, même quand on parle d'examen écrit en même temps, vous allez voir d'autres qui stressent en même temps. Ça dit que bon, c'est pas comme s'ils ne connaissent pas. Ils connaissent, mais ils commencent en même temps par stresser. Je dis que bon, et quoi écrire là, maintenant, si j'oublie, peut-être, ils connaissent en fait. Donc, je me dis que d'autres formes d'examen sont peut-être envisageables, pas seulement écrit. Quand il s'agit d'écrit, il stresse. Elle va devoir bien nous expliquer ça ce matin. Elvic, vous pensez que c'est les examens écrits qui sont les mieux pour évaluer un enfant? Pourquoi? D'abord, je parle directement de ce que Elisabeth a dit. Les examens écrits sont plus mieux adaptés parce que à l'oral, par exemple, lorsque l'enfant va vouloir dire ce qu'il a appris, lorsque l'enfant va vouloir donner ce qu'il a acquis, il va s'embrouiller à l'oral. Il va commencer par le A, aller sur le C, revenir sur le B, parce que ce n'est pas à l'écrit. À l'écrit maintenant, c'est plus structuré, c'est plus lisible. Il sait que si je pars de tel doit suivre pour que je puisse aboutir à tel résultat. Mais à l'oral maintenant, il arrive que l'enfant peut s'embrouiller parce qu'il se dit qu'il ne connaît plus trop la manière dont il a écrit ça dans son cahier. Lorsqu'il veut écrire, il a une idée aussi sur son cahier de cours et il se dit que c'est telle manière j'ai écrit, donc c'est telle manière je dois ramener ce que j'ai appris. Donc pour Elvic Ngoto, quand il s'agit d'écrit, il y a des normes à suivre. Oui. Elisabeth Ilada, vous pensez que c'est le contraire, il faut d'autres formes d'examen. Alors pour aller très rapidement, de quelle forme d'examen parlons-nous? Bon, il y a par exemple l'examen oral, par exemple, on peut le faire oralement, ou de petits projets, même des exposés par exemple. Vous voyez, quand on était, je ne sais pas, je crois que c'était en 5e, il y avait, on faisait, je crois que c'était en PCT en fait, et SPCT, on faisait, et l'autre, périscope en fait. Vous voyez, c'est pas tous ceux qui, vous allez voir que bon, la plupart des élèves vont s'en sortir en faisant ça. Parce que bon, et on te dit comment le faire et puis ce que ça va donner en fait. Mais vous allez voir qu'il y aura d'autres élèves qui n'arrivent pas du tout à apprendre en fait. Mais pourtant vont réussir ça, ramener ça à l'école, auront même de meilleures notes en fait. Donc on se rend compte en même temps que les examens écrits ne favorisent pas tout le monde en fait. Ça favorise seulement ceux qui peuvent bûcher. Mais même quand tu bûches, après quelques temps tu oublies. C'est-à-dire que tu déverses le jus de l'examen et puis après quelques temps tu oublies. Donc il y a même des exposés là par exemple. On te donne un terme de faire des recherches et puis bon on te dit les démarches à suivre en fait. Donc tu es obligé de suivre cette démarche là et tout faire pour en tout cas avoir un résultat donné en fait. Donc tu ramènes tes recherches, tu fais la présentation, tout le monde t'applaudit. C'est-à-dire que c'est mieux que d'écrire en fait pour certains élèves. De tout ce que vous avez dit, j'ai compris que vous parlez de deux types d'examens, mis à part l'examen. Pas seulement deux types. Vous avez parlé de l'oral et vous avez parlé également de la pratique. Par exemple, quand on parle des périscopes. Oui. Les autres, la présentation, tout et tout, c'est toujours l'oral. Alors, Elisabeth, on dit tout ce qu'on apprend, ou voilà, tout ce qu'on apprend, ça ne s'oublie pas. Il y a une citation qui dit ce qu'on apprend vient, et les mots pour le dire viennent aisément. Oui, ça, voilà, il y a une citation comme ça. Comment se fait-il que quelque chose que vous avez appris, vous avez de difficultés à l'écrit, vous exprimez bien avec? En réalité, moi, je ne dis pas qu'on a de difficultés à l'écrire, mais qu'on s'exprime bien. C'est comme en journalisme, par exemple. Il y a la presse écrite, et puis il y a la radio, il y a la télévision. En réalité, c'est pas parce que tous les journalistes ne peuvent pas choisir la télé, tous les journalistes ne peuvent pas choisir la presse écrite, et tous les journalistes ne peuvent pas choisir la radio. C'est parce qu'en réalité, tu sais que dans ci ou ça, tu es un peu fort, et puis dans l'autre, là, tu ne te retrouves pas bien. C'est un peu comme les examens en réalité. Tu te dis que bon, à l'écrit, peut-être par exemple, je peux avoir de bonnes notes cette matière. Mais si c'est une autre matière à laquelle je ne peux pas avoir de bonnes notes, l'oral sera mieux pour moi en réalité. Donc je me dis que je ne refuse pas. C'est-à-dire que je ne condamne pas les examens écrits. Non. Sauf que je dis que d'autres formes sont encore plus en fait. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tous être forts à l'écrit et pas tous être forts aussi à l'oral en fait. Mais j'ai l'impression que on a tous expérimenté ce que vous dites, hein. On a expérimenté les examens écrits,
on a tous expérimenté la pratique, ce qu'on aime bien. On a tous expérimenté également les présentations, en tout cas tout ce que vous dites. Mais je pense qu'on a plus de chances de son côté de réussir à passer les examens à l'écrit qu'à l'oral. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, bien vrai, et les examens écrits, je ne sais pas trop, ça a l'air facile pour ceux qui aiment apprendre. En réalité, les élèves ne comprennent pas de la même manière. C'est pas parce que Elvic comprend vite cette notion que le prof a mis au tableau, c'est-à-dire et puis peut facilement écrire ça sur ça fait que je comprends vite que je peux écrire ça facilement. Vous voyez, même aujourd'hui, par exemple, si certains centres de formation veulent proposer des formations, on met la pratique en avant en fait. Parce que c'est la pratique qui compte. Ce que tu as appris, ça ne compte même pas dans la vie actuelle. Ce que tu as appris, ça ne compte pas dans la vie actuelle. C'est la pratique qui compte en fait. Oui, mais toute pratique doit partir de la théorie. On est tous d'accord avec vous. Comme elle disait tout à l'heure, comme en journalisme, il y a la radio, il y a la presse et il y a la télé. Toutes ces trois catégories, toutes ces trois options, on part forcément de l'écrit. La presse, on écrit, la radio, on écrit, la télé, on écrit. Donc je pense que l'écrit est indispensable. Comme les autres formes d'évaluation dont elle parle peuvent venir des fois pour pouvoir amener l'enfant vers d'autres horizons, pour pouvoir amener l'élève à expérimenter d'autres choses. Mais moi, je mise plus sur l'écrit parce que à l'écrit maintenant, si tu composes, les écrits peuvent rester, ça reste. Mais l'oral, ça reste pas, ça sort, ça part. Ce que je dis maintenant, ça part directement. Mais à l'écrit, si j'écris ça quelque part maintenant, ça reste, c'est une trace. Et là, tu peux revenir, même faire des corrections, tu peux relire, apporter ta touche. Tu vas dire peut-être au prof que ici, j'ai fait telle chose, mais vous ne m'avez pas accordé les points. Mais à l'oral maintenant, tu ne peux pas dire au prof que j'ai... Celui qui vous suit... Vous dites que ça part en même temps, mais non, ça ne peut pas. Vous êtes devant la caméra en réalité. On a vu ça. Le problème, c'est que... Elle veut que je ne peux pas finir. Le problème, c'est que... Mais j'ai pas fini, est-ce que vous m'avez coupé la parole? Quand vous dites qu'on part de l'écrit d'abord, c'est pas si moi j'écris quelque chose par exemple maintenant et je suis journaliste par exemple, c'est pas de la même manière que vous allez lire et comprendre que Mouy va lire et comprendre par exemple. Non, le problème c'est que quand on dit qu'il y a la radio, c'est vrai à la radio on écrit, mais c'est pas de la même manière que vous allez lire, que je vais lire. Elisabeth Ilada, il faut comprendre peut-être la logique du Elvic, c'est que tout part de l'écrit. En presse écrite on écrit, à la radio on écrit, à la télévision on écrit. Maintenant quand vous parlez de l'oral et Elisabeth, c'est vrai, c'est une bonne méthode pour apprendre, pour évaluer. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un évaluateur, il y a quelqu'un qui vous suit, qui suit ce que vous dites? À l'oral, vous pouvez faire des erreurs. Et peut-être vous dites des bonnes choses, et lui n'est plus là. Bon, il est présent de corps, mais d'esprit n'est plus là. Mais à l'écrit, il prend plus de temps à lire et revenir. Vous vous trompez largement. Arrêtez, il y a même, on se dit même entre nous, quand on était élève, il faut comprendre pour que bon, un correcteur qui mange de l'arachide ne retrouve pas ta copie en fait. Qu'est-ce qui vous prouve que celui qui est en train de faire truc là et celui qui est en train de corriger votre copie est concentré? Qu'est-ce qui vous prouve ça? Mais rien. Le problème, c'est que quand tu es devant un évaluateur, par exemple, tu le dis oralement, tu le regardes droit dans les yeux. C'est-à-dire que, mais même si à un moment donné, il est un peu, je ne sais pas trop, il est obligé de revenir après. C'est-à-dire que de t'écouter, et puis peut-être que, bon, il n'a pas entendu une partie, il te dit pardon, vous pouvez répéter, et puis tu répètes ce que tu as dit. Mais à l'équipe, c'est un peu plus risqué. Tu n'as même pas allé encore sa copie, on te ramène ça. D'accord. Voilà, vous dites à l'examen, vous êtes parti à l'examen, vous avez composé de français jusqu'à la mathématique. Toutes les matières, vous les avez faites à l'oral. Et malheureusement, à la fin, vous dites que vous avez échoué. Vous irez faire réclamation devant qui? Mais à l'écrit maintenant, on dit qu'on paye une certaine somme. Ce qu'on dit très souvent, on paye une certaine somme pour que tu puisses reprendre, tu puisses revoir tes copies et faire des réclamations. Mais voilà, toi tu cries, on va faire tout à l'oral, et maintenant, en fin de compte, tu te retrouves à échouer et tu ne sais pas comment faire. Moi, je ne crie pas, on doit tout faire à l'oral. Je dis juste que d'autres manières et d'autres formes d'évaluation, des armées sautent dans des airs. Je ne dis pas qu'on doit tout faire à l'oral. Il y a la pratique là, il y a de petits projets, des exposés là. Je ne dis pas. Le problème, c'est que quand on mise tout sur l'écrit, c'est un peu, je ne sais pas trop, mais ça pose un peu de problème. Tous les élèves ne peuvent pas être bons à l'écrit. C'est tout ce que je dis. Ouais, parce que même l'oral trahit la pensée. Même l'écrit aussi trahit la pensée. Quand on dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Vous pensez que la culture est écrite sur un papier? Un instant, quand on dit, Elisabeth,
La culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Je pense que l'écrit, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Sauf que même avant, en Afrique, il n'y a même pas l'écriture. Pourtant, notre histoire reste. On est déjà vers la fin. Vous connaissez les scribes? Oui, vous avez déjà dit qu'on est déjà à la fin. Vous connaissez les scribes? J'ai dit peut-être une autre. D'accord, un mot pour finir. Toujours miser sur l'écrit, quand même on doit aller vers d'autres formes de composition, on doit aller vers d'autres formes d'examen pour pouvoir amener l'enfant à ne pas rester figé quelque part, ne pas amener l'enfant à toujours faire la même chose. L'écrit c'est bon, mais il faut l'amener aussi des fois vers la pratique, vers des exposés pour qu'il puisse mieux s'en sortir. C'est ce qu'on fait déjà dans nos écoles. Hein. Elisabeth, un mot pour finir. Moi, je dis qu'on ne peut pas tout miser sur l'écrit. D'autres formes sont aussi prenables en fait. Les exposés par exemple de petits projets par exemple. Et puis surtout la pratique. Parce qu'en réalité, même si on apprend à l'école, même si on déveste à l'école, c'est pas comme ça que ça va se passer dans la vie. C'est ce que tu sais faire qui compte. Pas ce que tu as appris dans la tête, non. C'est ce que tu peux faire. C'est ce que tu sais faire qui compte. Et dans la vie actuelle, donc on doit vraiment privilégier le côté pratique en fait. On doit privilégier le côté pratique. Faut-il privilégier les examens écrits pour évaluer les élèves ou d'autres formes d'évaluation sont-elles plus adaptées? Elisabeth a parlé de la présentation orale, elle a parlé des projets, des exposés et également de la pratique. Merci à vous, Elvic Ngbeto, merci. Elisabeth Iladia pour d'avoir pris part ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt.